J'ai dépensé mes économies pour payer les études de médecine de ma petite amie. À sa fête de remise des diplômes, j'ai surpris une conversation. Bonjour à tous et bienvenue. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, mais je n'avais jamais prévu d'en servir du tout. Parfois, l'univers vous offre simplement l'occasion parfaite de regarder quelqu'un réaliser qu'il a commis une terrible erreur. Je m'appelle Tony, et voici ce qui s'est passé lorsque mon ex-petite amie a décidé que je n'étais pas assez bien pour sa nouvelle vie après sa remise de diplôme. Sylvia et moi étions amis depuis l'enfance, nous avions grandi dans le même quartier. Nos familles vivaient à 3 maisons l'une de l'autre dans la même rue, et nous nous connaissions depuis l'école primaire. Elle était la fille intelligente qui faisait toujours ses devoirs à la perfection, et j'étais le gamin plus doué de ses mains qu'avec les livres. Nous allions à l'école ensemble certains matins et passions du temps ensemble pendant les vacances d'été. Même enfant, Sylvia parlait de devenir médecin un jour. Moi, j'étais plus intéressé par la façon dont les choses étaient construites et comment elles fonctionnaient, passant mon temps libre à aider mon oncle Danny sur des projets de menuiserie et à apprendre les bases de la construction. Nous avons commencé à sortir ensemble à l'âge de 15 ans, juste après avoir terminé notre 2e année de lycée. Cela semblait tout à fait naturel car nous étions meilleurs amis depuis si longtemps, et tout le monde dans nos familles disait toujours que nous finirions ensemble de toute façon. Sylvia était ambitieuse et déterminée, tandis que j'étais plus pratique et concentré sur l'acquisition de compétences qui pourraient me procurer un bon emploi. Juste après le lycée, la transition de l'amitié à la relation amoureuse a été facile et confortable. Nous passions déjà la plupart de notre temps ensemble, et maintenant, nous nous tenions simplement la main et nous nous embrassions pour nous dire bonne nuit. Quand est venu le temps de penser à l'université pendant notre dernière année de lycée, les différences dans nos situations familiales sont devenues évidentes. Les parents de Sylvia avaient économisé pour ses études depuis sa naissance et avaient des relations dans des écoles de médecine. Ma famille, quant à elle, ne pouvait tout simplement pas se permettre de m'envoyer à l'université, même avec une aide financière et des prêts étudiants. Mon père travaillait dans une usine de pièces automobiles. Ma mère faisait des ménages pour un revenu supplémentaire. Et nous étions 3 enfants à charge dans notre famille. Même avec les bourses et les subventions, le coût des frais de scolarité, des livres, du logement, de la nourriture et des dépenses courantes était complètement hors de notre portée. Je n'en avais aucune amertume. C'était simplement notre réalité financière. En raison de ces difficultés financières, je ne pouvais pas continuer à l'université comme Sylvia prévoyait de le faire. Au lieu de cela, j'ai fait le choix pratique d'entrer directement sur le marché du travail et de commencer à gagner de l'argent immédiatement après le lycée. J'ai opté pour un poste d'entrée de gamme dans la construction avec une entreprise locale qui était prête à former de nouveaux travailleurs. J'ai commencé comme manœuvre à $12 de l'heure, ce qui n'était pas beaucoup d'argent, mais j'étais discipliné avec mes finances et j'économisais chaque centime que je pouvais. Je vivais chez mes parents, je conduisais une vieille camionnette et je ne dépensais pas d'argent pour quoi que ce soit dont je n'avais pas absolument besoin. Pendant que mes amis partaient à l'université et faisaient la fête, je me levais à 5 heures du matin pour être sur les chantiers à 6 heures. J'ai appris à manœuvrer des engins, à lire des plans et à gérer les exigences physiques du travail de construction. Le salaire était bas au début, mais je voyais une voie pour gagner plus d'argent en acquérant de l'expérience et des compétences. Pendant ce temps, Sylvia était incroyablement ambitieuse quant à ses projets d'école de médecine, et ses parents soutenaient ses rêves complètement. Ses parents comprenaient le domaine médical et pouvaient la conseiller sur son parcours éducatif. Mais même avec leurs revenus plus élevés, ils ne pouvaient pas se permettre de soutenir entièrement Sylvia pendant ses études de médecine sans s'endetter considérablement eux-mêmes. L'école de médecine est extrêmement chère. Les frais de scolarité seuls peuvent s'élever à $60 000 par an, sans compter les frais de subsistance, les livres, le matériel médical et les autres coûts qui s'accumulent sur 4 ans. Sylvia a réussi à être admise dans une bonne école de médecine après avoir passé le MCAT et suivi le processus de candidature. Mais lorsque le dossier d'aide financière est arrivé, il ne suffisait pas à couvrir toutes ses dépenses. Elle envisageait de devoir refuser son admission car l'écart entre ce qu'elle pouvait se permettre et le coût réel de l'école de médecine était trop grand pour être comblé. Quand j'ai réalisé que Sylvia allait perdre son admission en médecine à cause de l'argent, j'ai pris une décision qui semblait évidente à l'époque, mais qui allait complètement changer nos deux vies. J'étais toujours éperdument amoureux d'elle et je ne pouvais supporter l'idée de voir ses rêves mourir à cause de quelque chose d'aussi réparable que l'argent. J'avais économisé chaque dollar que je pouvais depuis que j'avais commencé à travailler, dans le but de créer un jour ma propre entreprise de construction.
J'avais mis de l'argent de côté pour des outils, un camion de travail, des licences commerciales et tous les frais de démarrage liés à l'indépendance. Ce n'était pas une somme énorme par rapport aux standards de l'école de médecine, mais cela représentait tout ce pourquoi j'avais travaillé depuis le lycée. J'ai décidé de sacrifier mes rêves d'entreprise et de mettre de côté mes propres objectifs pour utiliser toutes mes économies afin de couvrir les factures de Sylvia et l'aider à terminer ses études de médecine. Je croyais que c'était un investissement dans notre avenir commun en tant que couple. Une fois qu'elle serait devenue médecin et commencerait à gagner un salaire de médecin, nous bénéficierions tous les deux de son succès, et peut-être qu'alors j'aurais les ressources pour lancer ma propre entreprise. Ce qui a commencé par une aide pour ses frais de subsistance et ses manuels scolaires s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus grand et plus cher. Les frais de scolarité de l'école de médecine étaient incroyablement élevés, et le coût de la vie dans la ville où se trouvait son école était bien plus que ce que Sylvia pouvait gérer seule, même avec mon aide. Pendant que Sylvia était en médecine, les exigences financières sont devenues écrasantes. Je ne payais pas seulement son loyer et ses courses. J'ai aussi fini par co-signer certains de ses prêts étudiants privés parce que sa cote de crédit n'était pas assez bonne pour qu'elle puisse se qualifier seule, et ses parents avaient déjà emprunté autant qu'ils le pouvaient. Co-signer ces prêts était un engagement financier énorme pour quelqu'un qui gagnait un salaire d'ouvrier du bâtiment. J'étais légalement responsable de dizaines de milliers de dollars de dettes si Sylvia ne pouvait pas les rembourser après l'obtention de son diplôme. Mais je croyais complètement en notre amour et en notre avenir commun. Ce niveau de soutien financier était beaucoup à gérer pour moi avec un salaire d'ouvrier, mais je croyais en l'amour par-dessus tout. Sylvia m'avait dit d'innombrables fois que nous serions ensemble pour toujours, qu'elle n'oublierait jamais ce que je faisais pour ses études, et que nous construisions quelque chose qui durerait toute notre vie ensemble. Pendant 4 ans, j'ai fait des heures supplémentaires chaque semaine que je pouvais, j'ai pris des petits boulots le week-end, et j'ai vécu aussi modestement que possible pour que chaque dollar supplémentaire puisse aller au soutien de l'éducation médicale de Sylvia. J'ai conduit la même vieille camionnette, porté les mêmes vêtements de travail jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux, et je n'ai jamais rien acheté pour moi qui ne soit pas absolument nécessaire. Après de nombreuses années de dur labeur pour aider Sylvia financièrement et émotionnellement, elle a finalement obtenu son diplôme de l'école de médecine. J'étais incroyablement fier de sa réussite et j'avais l'impression que tous nos sacrifices en avaient valu la peine. Elle était officiellement diplômée et nous pouvions enfin commencer à construire la vie que nous avions si longtemps visée. La fête de remise des diplômes de Sylvia a eu lieu chez ses parents le week-end suivant la cérémonie. Sa famille élargie est venue de l'extérieur de la ville. Ses amis de l'école de médecine étaient là et tout le monde célébrait son incroyable réussite. Je me sentais fier d'être là en tant que son petit ami, sachant que j'avais joué un rôle majeur dans la réalisation de son succès. Mais à la fête, Sylvia m'a humilié en me quittant devant tout le monde de la manière la plus cruelle imaginable. J'étais allé aux toilettes pour me soulager. Et alors que je revenais vers la zone principale de la fête, j'ai pu entendre Sylvia parler à sa famille de ses projets d'avenir. Elle disait à ses parents et à sa sœur qu'elle prévoyait de me quitter maintenant qu'elle était presque médecin. Elle pensait que j'étais sorti pendant qu'elle parlait, mais je suis revenu rapidement après être allé aux toilettes et j'ai pu l'entendre dire clairement « Je suis médecin maintenant. J'ai besoin d'un mari qui corresponde à ma nouvelle vie. » Sans vouloir être méchante, mais un ouvrier du bâtiment, ça ne convient pas. Sylvia expliquait à sa famille qu'elle avait dépassé notre relation et qu'elle avait besoin de trouver quelqu'un de plus approprié pour son nouveau statut professionnel. Elle parlait de vouloir sortir avec d'autres médecins ou des professionnels qui pourraient comprendre sa carrière et évoluer dans les mêmes cercles sociaux qu'elle allait rejoindre. C'est après avoir fait cette déclaration que Sylvia s'est retournée et m'a vu debout là, et elle a immédiatement réalisé que j'avais tout entendu de ce qu'elle venait de dire sur son intention de me quitter. La conversation s'est complètement arrêtée et tout le monde a semblé mal à l'aise, sachant que j'avais surpris ses plans. Peut-être que Sylvia s'attendait à ce que je fasse une scène ou que je me mette en colère et commence à me disputer avec elle devant sa famille. Mais j'avais appris, après des années de travail dans la construction, à rester calme sous la pression et à ne pas laisser mes émotions contrôler mes actions. Je suis resté parfaitement calme, j'ai forcé un sourire, j'ai levé mon verre et j'ai dit clairement à Sylvia, que le succès t'apporte tout ce que tu mérites. Puis j'ai fini mon verre, j'ai félicité ses parents pour la réussite de leur fille, et j'ai quitté la fête sans dire un mot de plus à personne. J'ai conduit jusqu'à chez moi en silence complet, digérant ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait pour mon avenir. Dans les jours qui ont suivi la fête, Sylvia ne m'a ni appelé ni envoyé de SMS. C'était comme si notre relation s'était complètement terminée à ce moment-là, lorsqu'elle a annoncé à sa famille qu'elle me quittait. Elle n'a fait aucun effort pour s'excuser, s'expliquer,
ou même reconnaître ce qui s'était passé entre nous. Je n'étais pas surpris par son silence, mais cela faisait quand même mal de voir quelqu'un que j'avais aimé et soutenu pendant tant d'années disparaître de ma vie sans aucune véritable conversation sur ce que nous avions signifié l'un pour l'autre. J'avais l'impression qu'elle m'avait utilisé pour traverser ses études et qu'elle me jetait maintenant comme si je n'avais jamais compté. Environ une semaine après la fête, j'ai reçu un appel téléphonique qui a tout changé. Le gestionnaire de prêt et les agents de vérification financière liés au processus d'obtention de la licence médicale de Sylvia m'ont contacté directement parce qu'ils avaient besoin d'informations et de documents relatifs au prêt privé que j'avais co-signé. Ils ont expliqué que, dans le cadre du processus d'obtention de la licence, ils avaient besoin de la confirmation du co-signataire pour plusieurs choses, une preuve de mes revenus et de ma stabilité financière, une vérification de mes coordonnées pour s'assurer que j'étais toujours joignable, et une reconnaissance formelle que j'étais toujours légalement responsable des prêts que Sylvia avait contractés. C'était une procédure standard pour les nouveaux médecins qui avaient des co-signataires sur leurs prêts étudiants. Le Conseil de l'Ordre des médecins et les agences de délivrance des licences voulaient s'assurer que toutes les obligations financières étaient correctement documentées et qu'il n'y avait aucune irrégularité qui pourrait affecter la capacité d'un nouveau médecin à pratiquer. Je n'ai pas immédiatement répondu à leur demande d'informations et de documents. Après ce que Sylvia avait dit à sa fête, je ne me sentais pas obligé de passer à l'action juste parce qu'elle avait besoin de ma coopération pour avancer dans sa carrière. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir à la situation et à mes options. Légalement, j'étais toujours responsable des prêts, quel que soit le statut de notre relation. Mais cela ne signifiait pas que je devais faciliter les choses pour quelqu'un qui venait de m'humilier publiquement et de jeter des années d'amour et de soutien. Il est rapidement devenu évident que Sylvia avait soudainement réalisé son erreur dans la façon dont elle avait géré notre rupture. Elle ne pouvait pas se débarrasser de moi aussi proprement qu'elle le pensait, car ma coopération était requise pour son processus de licence. Sans ma réponse rapide aux demandes de vérification, le refinancement de ses prêts était bloqué, ce qui signifiait que son autorisation financière pour sa licence médicale était en suspens. Cela allait créer un sérieux problème pour le lancement de la carrière de Sylvia. Elle avait peut-être réussi ses études et obtenu son diplôme, mais elle ne pouvait pas réellement pratiquer la médecine ou commencer son internat sans terminer le processus de licence et les exigences d'autorisation financière. Au début, Sylvia m'a envoyé un SMS désinvolte, « Salut, je pense que tu as reçu un appel du conseil à propos de mes papiers. Peux-tu les rappeler quand tu auras un moment, s'il te plaît ?» Elle essayait de paraître normale et amicale, comme si rien ne s'était passé entre nous à la fête. Quand je n'ai pas répondu à ce premier SMS, elle en a envoyé un autre le lendemain, c'est en fait assez urgent. J'ai besoin que tu confirmes les informations du prêt avec le bureau de vérification. Ça bloque mon processus de licence. Son ton devenait plus direct et anxieux. Puis les appels téléphoniques ont commencé, l'un après l'autre, à mesure que les dates limites pour ces documents approchaient. Le ton de Sylvia a changé de manière spectaculaire, passant de poli et désinvolte à désespéré et paniqué, car tout le lancement de sa carrière dépendait de ma signature et de ma coopération avec le processus de vérification. Je pouvais dire, d'après ses messages vocaux de plus en plus frénétiques, qu'elle commençait à comprendre la position dans laquelle elle s'était mise. Elle avait supposé qu'elle pouvait simplement quitter notre relation sans aucune conséquence. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle avait encore besoin de moi pour quelque chose d'important. Je n'ai ni crié ni insulté. J'ai simplement décidé d'attendre et de voir à quel point elle deviendrait désespérée. J'avais tout le pouvoir dans cette situation et je voulais qu'elle le comprenne pleinement. Chaque heure où je ne répondais pas à ses appels et SMS était une heure de panique supplémentaire pour Sylvia. Elle imaginait probablement sa licence médicale retardée, son poste d'interne donné à quelqu'un d'autre, et devoir passer des mois à redémarrer le processus. Quand j'ai finalement décroché le téléphone après l'avoir laissé appeler pendant plusieurs jours, mes mots étaient calmes et mesurés. Tu as dit que tu n'avais plus besoin de moi parce que je ne suis qu'un ouvrier du bâtiment. Maintenant, tu m'appelles sans arrêt, en suppliant de l'aide. Qu'est-ce qui a changé exactement la semaine dernière ? Sylvia a immédiatement commencé à divaguer sur le fait qu'elle avait besoin que je confirme les informations du prêt avec le gestionnaire pour que sa licence puisse avancer. Elle a essayé de faire comme si la conversation à sa fête avait été une sorte de malentendu ou une blague que j'avais prise trop au sérieux. Elle a expliqué que le conseil médical exigeait que tous les co-signataires vérifient leurs informations et que sans ma coopération, sa licence était en suspens. Sylvia m'a supplié d'appeler le bureau de vérification et de fournir tous les documents dont ils avaient besoin pour valider sa vérification financière. J'ai écouté tout ce qu'elle avait à dire, puis je lui ai dit calmement que je serais heureux de confirmer les informations du prêt,
mais seulement lorsque nous aurions conclu un accord sur le remboursement de tout l'argent que j'avais dépensé pour la soutenir pendant ses études au cours des dernières années. J'ai expliqué que, puisqu'elle ne voulait plus de moi dans sa vie et estimait que je n'étais pas assez bien pour son nouveau statut de médecin, il semblait juste qu'elle me rembourse l'investissement financier que j'avais fait dans son éducation quand je pensais que nous avions un avenir ensemble. Sylvia était assez désespérée pour accepter presque n'importe quoi à ce stade. Elle savait que si elle refusait mes conditions, elle devrait trouver un nouveau cosignataire et refaire une demande de vérification de prêt, ce qui lui coûterait des mois de retard et gaspillerait tout l'argent qu'elle avait déjà payé pour le processus de demande en cours. Elle a donc accepté ma demande de remboursement, pensant probablement que c'était un petit prix à payer pour obtenir sa licence médicale et commencer à gagner un salaire de médecin. Sylvia a dit qu'elle me rembourserait tout ce que j'avais contribué à son éducation une fois qu'elle aurait réglé sa licence et commencé à travailler. J'ai dit à Sylvia que j'aurais besoin de notre accord par écrit, avec des documents juridiques appropriés, avant de contacter le gestionnaire de prêt. J'ai pris un avocat et nous avons travaillé ensemble pour estimer exactement combien d'argent j'avais contribué à l'éducation de Sylvia sur 4 ans. Le montant total était substantiel. Quand nous avons tout additionné, avec un taux d'intérêt raisonnable, Sylvia me devait beaucoup pour ses études de médecine. Sylvia a accepté de payer ce montant selon un calendrier spécifique que mon avocat et moi avons élaboré. Elle était désespérée de faire avancer son processus de licence et a probablement supposé qu'une fois qu'elle commencerait à gagner un salaire de médecin, la dette serait gérable avec le temps. Une chose que Sylvia n'a pas comprise à propos de notre accord écrit, c'est qu'il ne m'obligeait pas réellement à confirmer les informations du prêt au gestionnaire. Elle avait besoin de ma coopération, mais l'accord de remboursement était distinct de toute obligation que j'avais de l'aider avec son processus de licence. Le contrat stipulait simplement que Sylvia me devait de l'argent pour ses frais d'études et qu'elle le rembourserait selon le calendrier convenu. Il n'y avait rien dans le document qui disait que je devais contacter le gestionnaire de prêt ou coopérer avec son processus de vérification en échange de l'accord de remboursement. Après avoir fait signer à Sylvia l'accord juridique reconnaissant qu'elle me devait de l'argent et qu'elle me rembourserait selon un calendrier spécifique, je l'ai à nouveau ignoré. J'ai arrêté de répondre à ses appels et SMS, et j'ai laissé passer les dates limites pour la vérification de son prêt sans fournir la coopération dont elle avait besoin. C'est après la date limite pour ses papiers que Sylvia a réalisé qu'elle avait été déjouée. Elle a commencé à m'envoyer des messages insultants, me traitant de diable et utilisant d'autres mots désobligeants pour exprimer sa colère face à la situation dans laquelle je l'avais mise, mais je me fichais de ces insultes. J'avais ce que je voulais, par écrit. Sylvia a probablement réussi à régler la vérification des mois plus tard. Je ne savais pas ni ne me souciais de la façon dont elle avait résolu ses problèmes de licence, car j'étais passé à la phase suivante de mon plan. Quand le moment convenu est arrivé pour que Sylvia commence à effectuer les paiements de notre accord de dette, j'ai fait en sorte que mon avocat la traîne au tribunal pour faire exécuter l'accord. Elle avait signé un contrat légal promettant de me rembourser, et j'allais m'assurer qu'elle honore cet engagement. Au début, Sylvia a refusé de payer quoi que ce soit, arguant au tribunal que je n'avais pas rempli ma part du marché en l'aidant avec la vérification de son prêt. Mais l'accord était blindé, préparé par mon avocat, et il n'y avait rien dans le contrat qui m'obligeait à l'aider avec le processus de licence. Le calendrier de paiement était divisé en mensualités, et Sylvia a dû se conformer à l'ordonnance du tribunal de payer. Si elle ne respectait pas l'accord, le tribunal pourrait intervenir avec des conséquences graves, soit en l'emprisonnant pour outrage au tribunal, soit en me donnant un accès légal à ses biens et à ses revenus futurs. Elle n'avait vraiment pas d'autre choix que de se conformer au plan de paiement ou de risquer de perdre tout ce pour quoi elle avait travaillé. Le tribunal avait le pouvoir de saisir ses salaires, de geler ses comptes bancaires ou de mettre des privilèges sur ses biens si elle essayait d'éviter de payer ce qu'elle me devait. En repensant à toute cette situation, j'ai appris de précieuses leçons sur les relations, l'argent et le respect de soi. La plus grande leçon était qu'il ne faut jamais sacrifier ses propres rêves et sa sécurité financière pour quelqu'un qui vous voit comme temporaire ou jetable. J'ai aussi appris que les actions ont des conséquences et que les gens qui pensent pouvoir utiliser les autres sans aucune responsabilité ont souvent tort. Sylvia pensait qu'elle pouvait prendre mon argent, mon soutien et mon amour pendant des années, puis me jeter quand elle n'avait plus besoin de moi. Elle a découvert que les relations ne sont pas des choses dont on peut simplement se détourner sans obligation continue. Plus important encore, j'ai appris à me concentrer sur moi-même et sur mes propres objectifs en premier. Je suis de retour à travailler pour lancer ma propre entreprise de construction, mais cette fois, j'ai une somme d'argent substantielle qui rentre grâce au paiement mensuel de Sylvia. L'argent qu'elle me rembourse aide à financer les rêves que j'ai dû mettre de côté pour soutenir ses études.
Je ne suis pas amer de ce qui s'est passé car, en fin de compte, cela m'a montré qui était vraiment Sylvia et m'a évité de gaspiller d'autres années avec quelqu'un qui ne valorisait pas ce que j'apportais à la relation. Certaines personnes penseront toujours qu'elles sont meilleures que d'autres en fonction de leur titre de poste ou de leur niveau de revenu, mais le caractère compte plus que les diplômes. Le travail de construction qu'elle pensait me rendre indigne de sa nouvelle vie de médecin m'a en fait donné des compétences, de la discipline et des opportunités que beaucoup de diplômés universitaires n'ont pas. Je construis quelque chose de réel et de précieux avec mes mains et mon esprit. Et je n'ai besoin de l'approbation ou de la validation de personne pour me sentir bien dans mes choix. Parfois, la meilleure vengeance, c'est simplement de bien vivre et de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres décisions. Sylvia voulait m'utiliser puis me jeter, mais elle a découvert que les actions ont des conséquences durables qui ne peuvent être évitées simplement parce que vous avez un diplôme de médecine. Les appels du conseil médical qui ont déclenché toute cette chaîne d'événements nous ont appris à tous les deux qu'on ne peut pas simplement effacer les gens de sa vie quand ils deviennent gênants. Certaines connexions et obligations continuent longtemps après la fin de la relation, surtout lorsque l'argent et les accords juridiques sont impliqués. Je suis reconnaissant pour tout ce qui s'est passé car cela m'a montré de quoi je suis capable lorsque j'arrête de mettre les rêves des autres avant les miens. Sylvia est peut-être médecin maintenant, mais c'est moi qui suis vraiment libre de construire la vie que je veux, sans m'inquiéter que quelqu'un m'utilise puis me jette quand quelque chose de mieux se présente.